Sacré challenge, j'ai 20 minutes questions-réponses pour vous parler d'ACV. C'est très court, donc je vais essayer de faire ça de manière un peu speed, désolé. Premièrement, deux illustrations. Sur la gauche, un florilège de labels tel que vous pouvez les trouver sur certains emballages. Sur la droite, ce qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale. Alors, quelle est la différence ou quel est le point commun entre ces deux systèmes? Le point commun, tout ça, ce sont en fait ce qu'on appelle des labels environnementaux. Mais il faut savoir qu'il existe des labels de type 1, de type 2, de type 3. Et il n'y a qu'un seul type de label qui va reposer sur une analyse de cycle de vie. Ce sont les labels de type 3 qui sont vérifiés par des tierces parties telles que vous les voyez ici. Donc, en termes de crédibilité, ces labels reposent donc sur une ACV, vous avez des données quantitatives. Par contre, si on parle un tout petit peu du label de type 2, si je reprends tout à l'heure un de mes collègues, il vous a dit ce n'est pas parce qu'un produit est recyclable qu'il est forcément recyclé. Et donc, quand on applique ce genre de label sur un produit, personne ne va le vérifier. Et ça, c'est le propre des labels de type 2, ce qu'on appelle des autodéclarations. Maintenant, si on prend un label de type 1, par exemple agriculture biologique, là, il y a un cahier des charges. Donc, il faut répondre à certains critères qui sont vérifiés par une tierce partie, mais rien n'impose de faire une ACV. Et donc, quand on a ce genre, on va dire, d'illustration, comme faire le lien avec la présentation précédente, ça peut s'apparenter à du greenwashing. Et donc, finalement, c'est là qu'est l'intérêt de disposer d'outils qui vont permettre de quantifier, d'objectiver l'impact environnemental. Et donc, l'ACV, c'est plus court que l'analyse de cycle de vie, permet de faire ça. Donc, c'est un outil qui va permettre d'objectiver l'impact environnemental. Et le grand avantage de l'ACV, c'est que c'est à la fois une méthode qui est quantitative. On va sortir des kilos équivalents CO2, par exemple, des mégajoules d'énergie consommée. Et dans le même temps, c'est multicritère. Donc, on va réellement avoir toute une série d'indicateurs environnementaux qui vont être évalués et sur tout le cycle de vie, comme le nom de la méthodologie l'indique. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, d'impact carbone, d'impact CO2. Et donc, l'avantage de la méthode ACV, c'est qu'évidemment, tout ce qui a trait au changement climatique va être également évalué sur le cycle de vie, mais également toute une autre série d'indicateurs. Et on verra qu'évidemment, ça a des avantages, notamment en termes d'évitement d'un transfert d'impact quand on fait des modifications, par exemple, sur un procédé de production. Et donc, quand on dit ACV, il y a des standards, donc c'est cadré, on ne peut pas faire une ACV n'importe comment. Donc, il y a deux ISO de la série 14000 qui vont s'attacher à décrire ce qu'est une ACV. Mais comme on vous l'a dit juste précédemment, ce que l'on va faire, c'est évaluer l'ensemble des impacts sur l'environnement, en tout cas tout un panel d'impacts, depuis classiquement l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et dans une optique de circularité, idéalement, la fin de vie, c'est une réincorporation, une réutilisation partielle ou la plus complète possible, en fonction de ce qui est possible, des matières qui arrivent en fin de vie. Alors, en plus de tout ce qui va être lié aux standards de la série 14000, vous avez également des guidances qui ont plus été données par le niveau européen pour essayer de standardiser un petit peu plus ça au niveau de la zone euro. Peut-être que certains connaissent également l'initiative PEF, donc Product Environmental Footprinting au niveau européen, avec des méthodologies aussi qui vont maintenant en découler, notamment via des consignes sectorielles. Et dans le domaine des matières polymères, vous avez aussi une association comme Plastics Europe qui essaie aussi de standardiser la façon dont sont menées les ACV dans le domaine des matières plastiques. Alors, quand on dit ACV, pour faire bref, les normes demandent de passer par 4 étapes différentes. Alors, j'y reviendrai juste après sur un exemple plus concret. Donc, la première étape, en fait, c'est dire ce qu'on veut faire. Donc, on va fixer dans une première étape, on va dire ce qu'on appelle le but et le champ de l'étude, ce que l'on va étudier, ce que l'on va inclure dans le système. Alors, une fois que l'on a fait ça, et c'est ce qui prend le plus de temps quand on fait une ACV, c'est l'inventaire. Donc, il va falloir répertorier l'ensemble des données, petite brique par petite brique, sur l'ensemble du process, de tout ce qu'on appelle les entrants et les sortants. Donc, ici, vous voyez que sur l'ensemble du cycle de vie, si je prends un exemple de phase qui va être le transport, il faut connaître au niveau de la supply chain quelles sont toutes les matières qui sont transportées, par exemple, jusqu'au site de production, sur quelle distance, avec quels moyens de transport, et tout ça, après, derrière, on va rentrer le tout dans un logiciel. Et donc, il faut faire ça pour l'ensemble de ce que l'on va découper dans notre procédé. Vous verrez un exemple par la suite. Donc, une fois qu'on a réalisé cet inventaire sur base de données spécifiques à un site de production et parfois sur base également de données génériques, on n'a encore qu'une liste de substances. On va voir des matières qui vont être consommées, des produits, de l'énergie consommée et éventuellement des émissions vers l'eau, vers l'air, vers le sol. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est traduire ça justement en indicateurs d'impact et notamment, par exemple, au travers du changement climatique. Et donc, pour faire ça, on va utiliser des méthodes
Méthodes qui sont donc reconnues par les fameux standards ISO, mais également au niveau de l'Union européenne. Et pour ce faire, on va utiliser des logiciels. Vous avez ici les 3 logiciels les plus connus en termes d'ACV, CIMAPRO, Gabi et OpenLCA. Donc une fois que vous avez choisi la méthode d'évaluation d'impact, vous allez avoir vos résultats sous une forme quantifiée. Et évidemment, après, vous interprétez. Et donc, on va faire en sorte d'identifier là où sont les impacts, vérifier les données, expliquer, formuler des recommandations, des conclusions. Et donc tout ça, on ne le fait pas n'importe comment, et en plus des guidances, notamment sectorielles, qui peuvent être données en fonction du type de produit que vous êtes en train d'évaluer. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, en tout cas, de mener une ACV, on peut voir ça de 2 manières. On peut se dire, je mène une ACV parce que je veux avoir une espèce de diagnostic, une image du profil environnemental actuel de mon produit, de mes performances environnementales. Donc, le fait d'avoir de l'ACV va vous donner finalement cette série d'indicateurs qui va être relatif à votre produit. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous en servir pour faire de la communication environnementale qui est objective, et donc pas du greenwashing, notamment au travers des fameuses fiches de déclaration environnementale, où je vous ai remis un petit peu en plus grand ici 2 fiches pour le système français, pour le système ici allemand, mais on a maintenant la base de données qui existe aussi en Belgique pour les produits de la construction, par exemple. Ça, c'est la première vision diagnostique. La deuxième vision, c'est la vision éco-conception, mais mon collègue Olivier Talon en parlera par la suite. C'est de se servir finalement de l'ACV, soit dès le départ quand on conçoit un produit pour minimiser son impact sur l'environnement, ou alors on peut essayer de voir ce que donneraient des améliorations pour un process existant et directement voir sur base d'une ACV quel serait l'intérêt de mettre en place ces modifications. Et donc très clairement, ça vient en support au processus de recherche-développement. Et donc l'intérêt d'avoir cette approche holistique, comme on l'appelle, c'est notamment quand on met en place des améliorations que l'on pense être des bonnes solutions, c'est être sûr que ce que l'on met en place comme amélioration supposée n'a pas un effet qu'on pourrait qualifier de rebond ailleurs également. Vous voyez ici une illustration de ce que l'on peut obtenir de manière conceptuelle. Vous avez ici, peu importe, un produit, un service qui a été évalué, et on voit qu'il y avait un grand impact environnemental au niveau de la phase d'utilisation. Imaginons que l'on met en place une modification qui permette de réduire l'impact au niveau de la phase d'utilisation. Il se peut que dans le même temps, la conséquence, c'est qu'on ait une augmentation de l'impact au niveau ici, par exemple, des ressources ou de la fin de vie. Et donc, si vous ne regardez que la phase d'utilisation, vous allez louper finalement ces fameux transferts d'impact. Et le fait de pouvoir faire cette étude, quelque part, ça vous évite d'avoir ces soucis. Et vous pouvez également voir finalement sur quel indicateur à la fois les impacts vont être réduits, mais sur quels autres l'impact peut éventuellement être augmenté. Et donc, ça permet vraiment d'être sûr que ce qu'on pense parfois être une bonne idée l'est réellement quand on la met en pratique. Et justement, en pratique, comment est-ce qu'on mène une ACV ? Donc, je vous ai déjà dit qu'on doit réaliser le tout en 4 étapes. Ce sont les mêmes que celles que je vous ai indiquées tout à l'heure sur le petit schéma. Et donc, elles sont définies par les fameux standards ISO. Et en fait, c'est une étape, en tout cas, ce sont 4 étapes qui sont, on va dire, itératives. Donc, à un moment donné, on peut revenir en arrière si on a des compléments d'informations qui sont apportés, etc. Donc, pour faire bref, si je prends un exemple, on va dire, du domaine des polymères. Donc, imaginons que l'on veuille comparer la production d'1 kilo de PVC en Europe par rapport à la production qui serait représentative du reste du monde. Si on veut fixer la première étape, c'est donc se définir quels sont les objectifs et les champs de mon étude. Donc, on va se dire en termes d'objectifs, pourquoi est-ce que je veux réaliser cette étude ? Ici, c'est à des fins d'illustration. Pour qui ? Quel est le public ? Est-ce que l'étude est comparative ou pas ? Qui en est le commanditaire ? Donc, on doit simplement décrire en gros les objectifs de ce que l'on est en train de mener. Et puis après, on va décrire tout ce que l'on veut exactement mettre dans l'étude. Donc, c'est le champ de l'étude. On va définir, c'est du jargon, ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. Dans mon cas, ce sera mon kilo de PVC que je vais comparer. Et on va voir tout ce que l'on va inclure dans mon système d'analyse et quels sont les impacts que l'on va évaluer. Et éventuellement, on peut dire qu'est-ce qu'on va négliger ou pas en fonction des informations disponibles. Alors, une fois qu'on a défini ce que l'on veut faire, je vous ai dit, il faut inventorier, c'est-à-dire pour chaque processus élémentaire, et je vais y revenir, ça peut être les étapes de transport par exemple, ou une étape de transformation, on va avoir généralement des matières premières en entrée, un produit en sortie, et pour arriver à cela, on va consommer des ressources, de l'énergie, parfois des ressources au niveau du sol si c'est issu de l'agriculture, et vous pouvez avoir certaines émissions vers l'air, vers l'eau, vers le sol. Et donc ça, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps, c'est répertorier toutes ces informations. Donc ça nécessite d'identifier tous les processus impliqués sur votre site de production pour arriver à votre produit. Et donc ça nécessite également d'établir des valeurs, des liens plutôt entre les différents processus avec des notions de rendement, de consommation,
fonction de distance parcourue, en fonction de ce qui est pertinent par rapport à votre processus élémentaire. Si maintenant je reprends mon PVC. Alors, vous savez, j'imagine pour la plupart, que l'on va avoir besoin de chlore, que l'on va coupler à de l'éthylène, on va avoir à un moment donné le monomère, que l'on va polymériser. Alors, ce qui veut dire que il faut imaginer qu'il faut retrouver les informations en remontant donc vers la source, c'est-à-dire au niveau de la production du chlore, vous savez que c'est une électrolyse chloralkali. Au niveau de l'éthylène, si en Europe, ça va être du vapocraquage de naphta. Si on est aux États-Unis, ça va être du vapocraquage de gaz naturel, etc. Enfin, d'éthane plutôt. Donc voilà, donc il faut retrouver toutes les informations. Et donc pour chacun de ces petits blocs, il faut connaître donc les informations entrée, sortie, énergie, matière première. Alors, évidemment, pour ça, on est aidé. Il existe des bases de données commerciales. Donc, voici, par exemple, ce que l'on peut retrouver. Si dans un logiciel comme CIMAPRO, on consulte EcoInvent pour, ici, la production d'1 kg de chlorure de vinyle. Et donc, vous pouvez retrouver des informations que je n'ai pas détaillées, mais donc ici, pour 1 kg, vous voyez la quantité, typiquement, d'éthylène qui est nécessaire, la quantité de chlore gazeux, etc. Donc, tout ça est déjà préexistant pour certaines molécules qui sont aujourd'hui bien connues. Mais dans certains cas, on part de rien, il faut vraiment aller chercher toutes les informations sur le terrain. Une fois qu'on a fait cet inventaire, on a simplement, comme je vous l'ai dit, une liste de substances consommées ou émises, et il faut traduire ça en impact. Et donc ça, c'est la phase numéro 3. Et donc ici, vous avez quelques exemples donc de substances qui vont contribuer à certains indicateurs, c'est pas exhaustif. De nouveau, le plus connu, c'est le changement climatique, donc ce sont tous les gaz à effet de serre qui vont être ciblés comme participants à cet impact. C'est ce qu'on appelle ici des impacts orientés midpoint, c'est-à-dire ce sont vraiment des problèmes environnementaux. On peut également passer au niveau dommages, donc voir comment tous ces indicateurs vont contribuer à des dommages au niveau santé humaine, écosystème, ressources. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là des catégories endpoint. Mais ceci nécessite de nouveau des relations qui vont permettre finalement d'agréger des résultats dans des catégories qui sont plus importantes. Donc souvent on perd en précision. Donc on commence souvent par regarder les indicateurs au niveau midpoint. Donc si je reprends, on va dire mon cas du PVC, la première étape quand on doit évaluer l'impact, mais ça se fait automatiquement par les logiciels, c'est flécher quel polluant va agir sur quel indicateur d'impact. Mais ça, c'est bien connu parce que scientifiquement, on connaît les liens associés finalement aux effets des différentes substances émises. Le plus connu nouveau, je vous dis, c'est tout ce qui est changement climatique. Le logiciel va directement relier assez logiquement tous les gaz à effet de serre au changement climatique. Ça, c'est la classification, mais l'utilisateur n'a aucun impact là-dessus. Après ça, l'étape qui suit, c'est caractériser. C'est-à-dire que tous ces polluants-là qui contribuent à une même catégorie, on va les exprimer sous la forme d'une unité équivalente. Si je reprends le cas du changement climatique, c'est le kilo équivalent CO2. Alors, pour le CO2, c'est facile, 1 égale 1. Et pour les autres substances, on a besoin d'un facteur de proportionnalité, qu'on appelle un facteur de caractérisation. Et ça dépend des méthodes qui sont choisies dans les fameuses méthodes d'évaluation d'impact. Dans le cas du changement climatique, qu'est-ce qui fait consensus ? C'est ce qu'a développé le GIEC et le concept, mais qui n'a pas été développé par GIEC, mais le concept du pouvoir de réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que le méthane en gros contribue comme 28 fois le CO2, que le N2O contribue pour plus de 300 fois l'équivalent d'une en tout cas 1 kg de N2O contribue pour plus de 310 kg de CO2, etc. Et donc ces facteurs de proportionnalité vont être utilisés pour au final aboutir à un seul chiffre qui va être exprimé en kilo équivalent CO2. Donc ça se fait au travers des fameux facteurs de caractérisation. Et donc il faut vous imaginer que ça existe pour tous les autres indicateurs. Donc toutes les molécules, les substances qui contribuent à l'acidification vont être transformées en unités équivalentes, par exemple le kilo équivalent SO2, etc. Donc au final, si je reprends mon petit cas d'étude, vous avez ici la comparaison à la caractérisation entre mon kilo de PVC qui est produit ici dans le reste du monde et la production européenne. Alors là derrière, simplement quand on représente ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ce qui est à 100%, ce sont les indicateurs pour lesquels la valeur est la plus haute en termes d'environnement, d'impact environnemental. Et après en rouge, on a mis en relatif ceux pour lesquels la valeur était plus basse. Et dans ce cas-ci, c'est assez rare, mais on voit que la production de PVC ici en Europe est à chaque fois meilleure que la production au niveau mondial. Évidemment, là derrière se cachent des chiffres, mais ça permet déjà de voir dans ce cas-ci qu'un scénario est meilleur qu'un autre. Et donc les chiffres qui se cachent, je ne vais pas les commenter, mais donc à chaque fois, pour chaque barre, pour chaque impact, vous avez des chiffres qui sont donnés avec un certain niveau d'incertitude pour les valeurs obtenues.
Alors après ça, on peut aller plus loin, mais souvent on commence déjà à regarder les indicateurs à ce niveau-là. On peut aussi normaliser. Normaliser, ça permet de diviser par une référence, et dans ce cas-là, on peut mesurer l'amplitude relative des différents indicateurs. On peut aussi pondérer pour arriver à un score unique, mais là, la difficulté, c'est que vous avez des choix de valeurs pour arriver à cette pondération. Mais c'est facile à discuter en interne, parce que vous comparez simplement un nombre de points à un nombre de points. Ça facilite parfois les discussions. Et pour ceux qui connaissent l'outil Totem qui a été développé dans le secteur de la construction, c'est la même chose, où à un moment donné, on arrivait à des euros et maintenant, on est également passé à un nombre de points, par exemple, sur le cycle de vie d'un bâtiment. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on interprète, mais j'ai déjà fait en partie. Donc, on va identifier les impacts significatifs, là où sont les substances les plus impactantes, là où sont les étapes où vous avez les indicateurs d'impact qui sont les plus élevés. On explique les limites et on peut directement fournir déjà des recommandations, des conclusions par rapport à votre étude en question. Mais ça reste quelque chose de complexe et donc parfois il faut regarder ça avec beaucoup de précaution, tout en gardant en tête que l'ACV ne porte que sur le volet environnemental, mais évidemment, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a évidemment tous les aspects économiques, sociaux, opérationnels qui doivent être pris en compte, et certains indicateurs d'impact ne sont toujours pas pris en compte, comme la biodiversité, par exemple. Et donc, en pratique, mais ici je vais aller assez rapidement, pour arriver à faire une ACV, il faut vraiment connaître les processus qui sont à modéliser, mais on est aidé en cela par des logiciels, par des bases de données, etc. Alors, juste pour terminer, un petit exemple. On a parlé tantôt de biosourcés. Ici, il faut une étude qu'on a faite il y a quelques années qui compare la production de 1 kg de polyéthylène haute densité obtenue par la voie biosourcée ou la voie fossile. Donc, la ligne horizontale, c'est le fossile. Si on focalise juste sur les deux petits encarts, ici, c'est ce qu'on obtient à partir de canne à sucre. Donc, on va obtenir du bioéthanol qu'on déshydrate. On a de l'éthylène qu'on fait polymériser pour obtenir du biopolyéthylène, ou à partir de la betterave sucrière en Belgique. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est uniquement l'indicateur changement climatique en kilo équivalent CO2. Ce qu'on voit, c'est que sur base de canne à sucre ou de betterave, on est meilleur que la version fossile pour le CO2. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, le souci parfois des produits agricoles, ce sont les intrants et les fertilisants. Donc, si je prends un autre indicateur qui est l'eutrophisation, là, dans ce cas-là, vous avez l'indicateur pour le fossile et les indicateurs dans le cas du biosourcé. Donc, dans ce cas-là, l'indicateur eutrophisation, il est plus haut. Et donc, c'est là qu'on a besoin aussi d'outils pour faire quelque part un petit peu modérer les choses et se dire, voilà, finalement, où est-ce que je mets le focus? Est-ce que le changement climatique est plus important que l'eutrophisation, etc. C'est là qu'on peut commencer à discuter plus en détail les résultats, aller vers de la normalisation, vers de la pondération, etc. Donc voilà, en conclusion, l'ACV, c'est un outil qui est complexe, mais avec différents avantages, quantitatifs, multicritères, multi-étapes. Un outil de choix pour l'éco-conception, mais je suppose qu'Olivier va en parler. Ça peut aussi sous-tendre de la communication environnementale au travers des fameuses fiches dont je vous ai juste montré 2 exemples. Mais pour cela, il y aura l'atelier qui en parlera en novembre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a toujours un besoin de sensibilisation et de formation. Maintenant, ce sont des cours options dans les cursus typiquement en ingénieur, mais ça fait maintenant peut-être une petite dizaine d'années à peine que ça a été mis en place. Et il faut toujours bien avoir conscience, et ça, on milite pour ça, du fait de dire que c'est pas du tout une approche simpliste et pouce-bouton au niveau d'un logiciel, mais qu'il faut maîtriser ce que l'on entre comme données et avoir un regard critique aussi sur les résultats. Donc voilà, merci.